I want to dedicate this award to my Uncle Johnny. People don't even listen to a body of work anymore. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Phoenix et chers Music Phoenix lovers, chère famille, aujourd'hui on va sortir, je vous emmène dans un club qui s'appelle le Club Renaissance, qui se trouve aussi être le nom du dernier album de Beyoncé, et on va y aller mollo en fait, c'est-à-dire que vous mettez vos meilleures perruques, vos meilleurs baggy, vos meilleurs costards, vous assemblez comme vous voulez, si vous voulez même vous mettez costard babouche ou alors robe sandales, le club où nous allons accueille absolument tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Est-ce que c'est une fin de règne? Est-ce que c'est véritablement une renaissance? Est-ce que ce club est trop bruyant? Mais avant d'y arriver, il y a un contexte. C'est-à-dire qu'avant qu'on entre dans le club, et c'est là que je suis votre hôte dévoué, il y a des petits passages, des petits arrêts, des petits check-up, comme des péages qui vont nous permettre à chaque fois de comprendre un peu mieux l'univers dans lequel nous allons entrer, mais aussi duquel nous allons sortir, parce qu'effectivement, il y a toutes les polémiques, Kelis, Jan Warren, et on verra ça à la sortie du club, mais surtout, restez en ligne. Suivez-moi bien, restez bien derrière moi là. Je ne veux pas que les gens s'éparpillent et ce genre de choses. Parce que tout, absolument tout est lié. Je répète, tout est lié. Et nous arrivons donc à notre premier péage. That's my technique. C'est bon, tout le monde est prêt, vous allez tous bien? Tout le monde est bien calé dans la voiture? Je veux entendre des petits yels là. J'espère que tout le monde s'est abonné à la chaîne, que tout le monde a commenté, que tout le monde a partagé. Et on va y aller en sachant que je n'ai pas mon permis. C'est le frère du chauffeur de mon père qui m'a appris à conduire. Donc s'il y a des secousses, s'il y a des trucs qui vous choquent, priez. Alors en 1968 aux États-Unis, il y a une dame qui s'appelle Barbara Ann Cheer. C'est une actrice et une danseuse qui va avoir une idée particulière. Elle va créer le premier théâtre noir aux États-Unis, le National Black Theatre. Et là, vous dites, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire un théâtre spécifiquement pour les Noirs? Jouer au théâtre, c'est partout pareil. On se lève, on monte sur scène et on interprète des rôles. Il n'y a pas forcément de grosses différences entre Farid et Norman. De prime abord, ça peut vous paraître totalement saugrenu, mais Barbara Ann Cheer, quand on va l'interviewer, elle va dire pas du tout. Nous parlons d'une certaine façon, nous avons un humour particulier, nous avons une façon d'interagir qui nous appartient, et donc de fait, les codes ne sont pas les mêmes, et c'est donc mieux qu'il y ait un théâtre spécifique, totalement dédié à la cause noire et à la manière dont les Noirs ont de voir le théâtre par rapport à leurs racines. Et elle va le faire dans une interview devenue assez célèbre. I created a black art standard. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way. Nous parlons d'une certaine façon, nous écrivons d'une certaine façon, nous rions d'une certaine façon, nous sommes donc presque uniques. Et elle va aller encore plus loin dans sa dialectique parce qu'elle va créer toute une idéologie de comment jouer et comprendre le théâtre en tant que noir. Elle va donc recruter plein d'acteurs. Le National Black Theatre va devenir une espèce d'incubateur et il va donc y avoir de tiers Technology of Soul, où elle va donc apprendre aux acteurs noirs à jouer et à penser le théâtre d'une certaine façon, qui selon elle ne correspondait pas du tout au code du théâtre apprécié et joué dans le mainstream. Barbara Ann Cheer va devenir une légende de la culture afro-américaine parce que son National Black Theatre va faire des bébés et surtout l'idéologie va rester. L'idéologie perdure dans la culture afro-américaine et surtout en fait très récemment il y a une chanteuse qui a essayé de le faire revivre. Cette chanteuse s'appelle Solange Knowles. Solange Knowles a sorti plusieurs projets, A Seat at the Table, qui était vraiment, et c'est pour la première fois que je regrette vraiment de ne pas avoir fait une vidéo avant d'en avoir fait une autre, parce que là, ça aurait été vraiment une suite totale. Mais Solange, depuis 2016, est totalement dans cette idéologie de totalement repenser sa musique, pas pour exclure un public non noir, mais pour la penser véritablement en se centrant sur le public afro-américain. Ça s'est notamment vu sur son dernier album When I Get Home en 2019, où si vous vous en rappelez, elle avait créé un concept de Black Planet, c'est-à-dire que c'était une planète noire où tous les noirs pouvaient se retrouver et être connectés, une sorte de réseau social dédié uniquement aux noirs, et surtout l'album musicalement était totalement pensé pour s'adresser à un public afro-américain. Black Benz, black place, black
En fait, la musique pop, la musique populaire est construite sur des codes qu'on n'a plus ou moins jamais véritablement, nous, remis en cause. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que la chanson commence par le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, le bridge, la fin de la chanson. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de bridge? Pourquoi est-ce qu'il y avait un bridge? Pendant très longtemps, notre esprit a été ciselé par la manière dont la pop était construite pour le mainstream et pas forcément dans la manière dont cette musique était construite de base. Vous le voyez d'ailleurs très bien si vous êtes des amateurs de R&B que les plus gros singles de certains artistes R&B n'ont absolument rien à voir avec leurs chansons d'albums qui sont beaucoup plus déstructurées ou beaucoup plus ciblées sur un public de niche. Et ça, c'est une vieille frustration depuis Louis Armstrong chez beaucoup d'artistes afro-américains, c'est qu'ils se disent en vérité, quand on doit faire de la musique pour le grand public, on est toujours obligé soit de diluer notre musique, soit de totalement s'appliquer leur code. Solange sur When I Get Home faisait totalement l'inverse et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a déboussolé beaucoup de gens, y compris une grosse partie du public afro-américain, c'est qu'elle mélange de la trap, du jazz, de la soul, les refrains sont complètement déstructurés, les chansons n'ont pas véritablement de structure. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans un univers qui est un peu anti-mainstream dans un certain extrême, mais qui est surtout toujours centré sur le fait de se dire que je vais mettre en avant plusieurs facettes de ma culture afro-américaine. Et dans son cas à elle, c'est en restant dans un esprit malgré tout néo-soul. Et c'est une idéologie qui est totalement le socle du club Renaissance. Effectivement, Beyoncé n'a pas copié, parce que là on n'est pas dans la copie, elle partage la même idéologie que Barbara et que Solange, à savoir qu'elle s'est dit dans Renaissance, je vais repenser totalement mon schéma mainstream pour pouvoir mettre tout l'éventail des influences de la black music de ces 30 dernières années. Je vais complètement déstructurer, restructurer plein de choses à ma propre façon. Et si vous vous demandez comment je le sais, c'est parce que 1. J'ai été déjà dans le club Renaissance comme beaucoup d'entre vous. Et surtout 2. Le fameux discours de Barbara. Vous le retrouvez dans l'album sur la chanson Alien Superstar. Alors, je suis peut-être fou. Alien Superstar est la troisième chanson, la troisième porte du club Renaissance. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir des débats pour qu'elle soit en réalité la première. Parce que Alien Superstar, en réalité, c'est un merveilleux exercice de je suis capable. Vous voulez un refrain pop super sucré, aérien, d'ailleurs qui est samplé mais qui est très bien arrangé à sa sauce. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love. Vous voulez ce refrain là qui ferait fureur dans les boîtes pop? J'en suis capable. Comme diraient les Afro-américaines, I can do that. Moi dans ce titre, je vois la capacité de se dire, j'aurais pu faire un titre pop beaucoup plus pensé sur le mainstream parce que j'ai une mélodie super efficace, mais toute la chanson on est dans la revendication de l'unicité du personnage. On entend tout le temps unique et en plus elle n'est pas du tout dans l'idée de faire ce qu'elle pourrait faire sur un marché pop avec cette chanson là. Elle est totalement dans l'idéologie inverse de se dire je pourrais faire quelque chose de totalement super mainstream, beaucoup plus, mais je vais le penser différemment. D'ailleurs le refrain qui est la pièce maîtresse de l'efficacité du titre n'est que répété 2 fois. Il pourrait y avoir un troisième refrain pour que ça finisse en explosion et que ce soit encore plus efficace radiophoniquement, mais c'est exactement à ce moment-là qu'elle s'arrête et qu'elle dit bon, franchement, j'ai fait 2 refrains, je suis unique, on pense la musique totalement différemment chez nous. Barbara Can Dealer, et c'est exactement là qu'on va passer au deuxième péage. Parce que Renaissance est à peu de choses près l'album le plus pensé pour la culture noire, sur la culture noire de toute la carrière de Beyoncé. Bon, est-ce que tout le monde va toujours bien dans la petite voiture? Parce que là, je sens que certains sont déjà en mode mais Stevie, comment tu peux dire que c'est l'album le plus noir de sa carrière? Moi, j'étais déjà au club Renaissance, il y a le bruit là-bas partout, il y a des abeilles partout, ça fait mal à la tête, on n'arrive pas à s'entendre, c'est des zones de fleurie, c'est de la house. Mais faites-moi confiance, je vous ai dit que tout est lié. Et d'ailleurs, la toute première chanson qu'on entendra quand on entre dans le club Renaissance, c'est un titre qui s'appelle I'm That Girl. Quand la chanson commence, il y a une sorte de sensualité qui se dégage. La manière d'ailleurs dont elle dit I'm That Girl dans les refrains peut faire penser à une sorte de Diana Ross sur une sorte d'influence disco. Au tout milieu des années 70, c'est très aérien.
Et en fait, le titre, c'est un espèce de gros ego trip. Elle raconte tout ce qu'elle a fait dans sa carrière. Elle rappelle qu'elle a défilé pour Tommy Hilfiger en 2004, alors qu'elle venait de sortir son premier album. Elle a été payée $250,000. Jay-Z et elle ont des Basquiat. Elle se décrit un peu avec ses visions beaucoup plus hip-hop. Et derrière, à chaque fois dans les backgrounds, et c'est d'ailleurs une des particularités du Club Renaissance, il y a toujours quelque chose en fait. Il y a toujours une voix qui encourage. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de parler. Si c'est pas Beyoncé elle-même, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est une voix auto-tunée. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le background du Club Renaissance, comme si la scène en elle-même ne suffisait pas. Et c'est ce qu'on entend sur les backgrounds de I'm That Girl, qui est encore une fois un ego trip, où on précise que ces fils de la Vierge Marie ne l'arrêteront pas. Beaucoup de gens qui ont déjà eu l'occasion d'entrer dans le Club Renaissance nous disent que c'est un album de house, de disco, mais en fait, le dire, ce n'est pas le cibler. Parce que oui, il y a beaucoup de house, oui, il y a pas mal de fêtes quand il y a de la house, des influences disco, mais en réalité, Beyoncé fait référence à un mouvement très particulier. Et là, on repart au début des années 60, quand il y a une espèce d'émancipation de la communauté gay aux États-Unis. Et en fait, il y a une communauté qui encore et toujours moins bien vue, qui a du mal à s'exprimer, à s'émanciper. Ce sont les communautés noires et latino-américaines, parce que pour la grande partie de leurs proches et de leur famille, l'homosexualité, c'est un truc de blanc. Donc de fait, ils vont créer ce truc qui va s'appeler les maisons, les ballrooms, où ils se retrouvaient comme dans des familles, des safe places, des endroits où ils pouvaient être totalement eux. Ils avaient des gens qui les comprenaient. Et souvent dans le ballroom, il y a le père d'adoption, la mère d'adoption. Et dans ces communautés-là, il va se créer un immense bouillon de culture, parce que toutes les personnes LGBT et noires vont se retrouver d'abord pour se ressourcer, d'abord pour trouver un espace où tu peux être aimé pour ce que tu es. Et donc ensuite, ils vont commencer à créer. Ils vont s'inspirer de toute la culture mainstream pour créer leur propre schéma, leur propre manière de voir la musique. Ça va donner énormément de choses qui sont aujourd'hui revenues dans le mainstream, notamment le voguing, qui à la base est constitué de plusieurs catégories. Mais en fait, je ne vais pas m'attarder sur les détails aujourd'hui sur cette partie-là, parce que je vais certainement le détailler quand il y aura les clips, on aura les visuels, et donc là, on pourra revenir sur les fondamentaux. Mais il faut savoir donc que toute cette culture ballroom-là, les catégories du ballroom, notamment la bad bitch, Category bad bitch, I'm the bar. sont totalement ancrées dans l'album. C'est-à-dire qu'elle n'a pas essayé de se dire je vais m'inspirer un peu, non, je vais prendre ici, prendre par là, non. Non, ce que ces hommes gays, femmes lesbiennes, femmes trans et hommes trans ont inculqué dans la culture suinte totalement dans l'album. C'est-à-dire que Beyoncé à la maison, elle reprend totalement ces codes-là et elle les inculque par-ci, par-là dans sa musique. Et la question que certainement vous posez, c'est comment tu sais qu'elle se dirige spécifiquement vers une communauté noire LGBT? C'est parce que tout simplement elle le dit. Dans la chanson Cozy, elle fait le décryptage d'un drapeau et c'est effectivement le drapeau gay LGBT noir afro-américain. Elle ne fait pas le drapeau gay simplement, elle fait le drapeau LGBT noir pour bien signifier une appartenance ou une direction dans un modèle bien précis. Dans le même titre, elle sample aussi la fameuse citation qui avait fait le buzz en 2020. C'est la femme trans T.S. Madison. Et c'est d'ailleurs très drôle que Beyoncé la sample parce que T.S. Madison animait une émission avec Kaya. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est la rappeuse sur My Neck, My Back qui a d'ailleurs encore cette semaine clashé Beyoncé. Et dans toute l'émission, elle clashait énormément Beyoncé. Et à chaque fois, justement, T.S. Madison défendait Beyoncé. Et ça m'a surpris de voir que Beyoncé connaissait T.S. Madison au point de la sampler pendant très longtemps dans la chanson, en fait. On entend la voix de T.S. Madison dans le back quand elle dit que je suis une femme noire, je suis une des choses les plus noires qui soient sur Terre, qu'elle revendique en fait de bout en bout son identité. Because as black as I am, as dark as my skin is, as big as my big black dick might be, I'm probably one of the blackest motherfuckers walking around here on this motherfucking place. I'm probably one of the blackest motherfuckers in this county. Mais le second axiome très précis qui parcourt tout l'album de Beyoncé n'est pas simplement la house ou la trap ou le disco.
c'est la beach track. Et la beach track, c'est un sous-genre de la house créé encore une fois par la communauté noire et latino-afro-américaine qui repart aussi selon moi. Tout est lié sur la manière dont avait pensé la musique et ça se rapproche donc aussi de Solange. Millie Jackson, dans les années 70, c'est une chanteuse de soul très particulière, c'est à la fois une humoriste, une comédienne, et souvent on dit d'elle que c'est la queen of hip-hop. Pourquoi? Parce qu'en fait, Millie Jackson faisait des chansons soul, disco, et très souvent, elle aussi, elle déstructurait tout. C'est-à-dire que vous pouvez écouter un titre de Millie Jackson, et en plein milieu, elle commence à parler, juste à raconter toute une autre histoire, à mettre un peu d'humour, après le refrain arrive, après la fin de la chanson est par-ci, par-là, et ça a fait toute sa grâce, tout son humour, toute sa personnalité. D'ailleurs, je pense que un des extraits les plus connus d'elle sur notre ère, c'est le fameux Fuck You en live. Fuck you. Et elle, donc, c'est un peu la queen de se parler, se raconter dans les chansons sur des rythmes totalement disco qui va devenir la marque de fabrique de la communauté afro-américaine gay au milieu des années 80. C'est-à-dire qu'il va donc y avoir la fameuse naissance des beat tracks, des chansons sur lesquelles les hommes gays, des femmes lesbiennes ou alors des femmes trans viennent et racontent leur histoire, leur vécu sur des beats en fait. C'est-à-dire que pour une population marginalisée, c'est devenu un modèle d'expression artistique totalement unique. Tu prends ton micro et tu viens là, soit tu te gargarises un peu, tu exubérantes ton personnage, c'est-à-dire que c'est un gros ego trip pour montrer à quel point tu es la queen ou le king de la maison, mais il y a aussi beaucoup d'histoires drôles, certains qui racontent leur vécu qui sont pas toujours faciles, et ça va donc donner les premiers tubes du genre comme Hateful Head Helen qui était en 1989, chanté par la femme trans Candice Jordan, qui racontait un peu toutes ses peines avec beaucoup d'humour et ce que les hommes mal virils qu'elle cherchait lui faisaient subir. These people that don't work, ain't never worked, ain't had no intentions on working. En fait, cette culture-là suinte dans tout l'album au niveau des beats. D'ailleurs, elle semble un autre classique de cette école-là. Le titre Miss Honey de l'activiste trans-jamaïcaine Moi Renée se retrouve sur la chanson Pure Honey. I see you want it and you're coming for me. Se raconter de façon totalement décomplexée, humoristique, parfois très très revancharde, alors qu'on vit des drames et qu'on est parfois marginalisé, sur des beat house très saccadés, cet esprit-là parcourt totalement Renaissance de Beyoncé, sauf peut-être sur un ou deux titres, notamment le fameux premier single Break My Soul. You won't break my soul. You won't break my soul. Et le trajet fut un peu long. Il y a eu pas mal d'arrêts, de péages, mais j'espère que tout le monde va bien, que les cœurs n'ont pas été trop brusqués, que tout le monde s'est abonné, parce que nous sommes désormais dans le club Renaissance. Mettons-nous en file là, posons-nous là sur le petit canapé Music Feelings pour pouvoir continuer notre décryptage. Maintenant qu'on a deux éléments phares afin de pouvoir le faire, et que sur la back cover de l'album, sur la petite pancarte quand on entre dans le club, il est signalé aussi que Beyoncé remercie un certain oncle Johnny. Officiellement, c'est son oncle. Officieusement, ça semble être le neveu de sa mère dont elle était extrêmement proche et qui a aidé à élever Beyoncé et Solange alors qu'elles étaient encore très jeunes. Le décès de cet homme qui était donc un homme gay et qui est mort du VIH l'a énormément affecté. I want to dedicate this award to my Uncle Johnny, the most fabulous gay man I've ever known and I ever knew, who helped raise me and my sister. He lived his truth. He was brave and unapologetic during a time when this country wasn't as accepting. And witnessing his battle with HIV was one of the most painful experiences I've ever lived. Et ça donne peut-être tout de suite une sorte d'autre contexte à Break My Soul, qui est pour moi toujours l'un des titres les plus faibles de l'album, et depuis sa sortie en fait. Je trouve qu'il est dans une formule house 90s qui repart sur les bases de chanteuses comme Martha Wash, sauf que justement Beyoncé garde son truc beaucoup plus roots, beaucoup plus brutal dans la façon dont c'est chanté, alors que les Martha étaient beaucoup plus mélodieuses, beaucoup plus sucrées. Et chez moi ça a bloqué jusqu'au moment où j'ai fini par séparer les deux. C'est-à-dire qu'à l'époque j'en discutais avec une chanteuse, j'ai fini par séparer, c'est-à-dire que quand la chanson est sortie, j'ai commencé à écouter que la cappella et ne pas écouter les deux. Sauf que finalement Break My Soul n'est pas une surprise, aussi bien
quand on analyse le texte de la chanson au regard de ce qu'elle a vécu et au regard du fait que The Drip a signalé sur Twitter qu'elle en parlerait peut-être, mais que le titre a une valeur émotionnelle pour elle, et au regard de ce dont je vous ai parlé en fait. Parce que quand on repart sur justement les tubes house des années 90, tous viennent pour beaucoup de cette culture de la beat track, mais qui va se distiller de façon beaucoup plus appréciable vers le mainstream, et c'est exactement le parallèle avec Break My Soul en fait. Les principales divas de la musique house des années 90 vont devenir des icônes gays, alors que justement les femmes trans ou alors les hommes gays qui les ont inspirés n'auront jamais ce statut-là. Et finalement, Break My Soul, qui reprend cette formule-là, c'est un peu pour se dire, voilà le single grand public que le public peut plus ou moins comprendre dans cette logique-là. Mais finalement, au cœur du Club Renaissance, c'est l'un des titres les plus simples, les plus abordables, avec son petit DJing. C'est pas un de mes titres préférés de l'album pour les raisons que j'ai évoquées, mais il sort en plein mois des fiertés. Il met en avant le fait plus ou moins de se battre ou alors de se dire qu'on ne va pas abandonner dans une période noire. Vu qu'elle dit avoir pensé cet album pendant la pandémie, ça peut aussi faire le lien avec toutes les personnes LGBT qui, même s'ils vivent une certaine oppression, réussissent encore une fois dans cet univers-là de la ballroom à se lâcher totalement et à vivre leur vie et leur identité à fond. Mais surtout, le troisième axiome, le troisième pilier donc du Club Renaissance, c'est bien sûr la dimension personnelle. C'est que le fameux oncle Johnny, qui était plus ou moins un mentor, qui a fait les premières robes de Beyoncé, qui l'a introduit à cette culture, son décès ne l'a pas brisé. Maintenant que nous sommes dans le Club Renaissance et que nous voyons Beyoncé servir un peu tout le monde par-ci par-là, imaginez que vous avez 20 ans de carrière, 25 ans de métier, vous voulez sortir un album ou alors n'importe quoi artistique, c'est-à-dire que vous êtes dans l'art, un tableau, un truc comme ça. Et vous avez donc ces trois qui sont en réalité 4 axiomes à vouloir défendre. Il faut que votre album soit très très black dans la manière dont c'est pensé, mais qui ne puisse pas rejeter un auditeur pop, parce que c'est pas le but. Le but c'est de se dire, je repense ma musique dans une idéologie très basée sur ma culture, mais ce n'est pas de chasser l'autre. Le second truc, c'est que vous voulez absolument avoir l'univers de la beat track LGBT afro-américaine très très ciblée. Vous n'êtes pas juste dans une house totalement populaire, comme peut l'être Break My Soul d'ailleurs. Ce n'est pas totalement l'idéologie de l'album. Ça, c'est la deuxième chose. Vous voulez totalement intégrer cet univers de la beat track à votre projet. Et la troisième chose, c'est qu'en plus, quelque part, il faut un peu une dimension émotionnelle, parce que l'album est censé rendre hommage à votre oncle. Et donc, c'est le quatrième axiome, de fait à vous. Il faut absolument qu'on vous reconnaisse, il faut absolument que ce soit vous. Il faut absolument que quand les gens écoutent, ils se disent « Ah, mais c'est quand même Beyoncé ». Et c'est donc exactement ce que je viens de vous décrire. La fiche de travail de Renaissance, je pense que c'est plus ou moins ça que tous les producteurs avaient en tête quand ils ont reçu les différents messages promo. C'était l'idée qu'elle avait et qu'on retrouve totalement sur le déroulé de l'album. Par exemple, quand vous écoutez Heated, que lui fait Drake, alors ce titre est un de mes préférés de l'album. Je trouve qu'il est symbolique de plein de choses qu'on y retrouve, notamment le fait qu'on soit tout le temps hyper sollicité, ce qui semble perturber beaucoup de gens. On a l'impression quand on est dans le Club Renaissance que Beyoncé est là tout le temps, elle te dit voici ce qu'on mange chez nous, t'as pas fini de manger, elle te donne déjà autre chose après, elle te fait boire autre chose après. Bref, on a l'impression qu'elle sollicite tout le temps l'oreille de l'auditeur. C'est le cas sur le hit dont on reconnaît aussi bien la patte de Drake. Et effectivement, la chanson commence encore une fois comme un ego trip. Elle semble prévenir Jay-Z en lui disant qu'elle est toujours sexy, toujours désirable, qu'il y a plein de mecs là dehors qui attendent s'il fait la moindre erreur. Sauf que dans cet ego trip où elle parle de tout ce qu'elle a pu avoir dans sa vie de façon capitaliste, il y a toujours la petite phrase qui revient où elle dit que son oncle Johnny a fait sa robe. Et finalement, on a l'impression au fil de la chanson, parce que c'est tout le long. Au tout début, on entend ça une fois, et plus la chanson avance, plus on l'entend. Et vers la fin de la chanson, on n'entend plus que ça, on n'entend plus que la fameuse phrase quand elle dit « Uncle Johnny made my dress ». Il y a comme un parallèle entre le fait qu'elle a tout, elle semble tout avoir financièrement. Bon, elle a un mari qu'elle aime beaucoup et qu'elle prévient que
au prochain dégamage, elle semble prête à prendre ses bagages. Et finalement, même avec tout ça là, la nostalgie du bonheur qu'elle avait eu quand son oncle lui avait fait cette robe, qui en plus semblait être cheap et elle ressemblait à rien dans la robe. Mais avec le recul, ça devait être un plaisir totalement immense, qui est pas du tout comparable au fait qu'aujourd'hui elle puisse s'acheter quasiment tous les sacs Chanel de la planète Terre. Et d'ailleurs, dans cette même chanson, et c'est pour ça qu'on en parle avant de continuer, elle dit finalement ce qu'elle pense avoir fait dans cet album. Parce qu'elle parle de son MCP et elle dit qu'elle a fait du disco trap. Ouais, c'était l'occasion parfaite pour faire la transition avec Cuff It, qui est une de mes préférées de l'album, avec un son très 60s et qui rappelle sous certains angles certains titres de l'album Beyoncé. Mais en réalité, le terme disco trap qu'elle utilise ne me surprend pas. Et je pense qu'il y a souvent, en tout cas de mon point de vue, une erreur sur la vision de Beyoncé. Et peut-être qu'un jour j'aurai le temps de faire une vidéo sur la manière dont je vois la voix de Beyoncé. Mais la première fois que moi j'ai entendu Beyoncé, et je l'ai déjà dit peut-être dans la vidéo sur les Destiny Child, le truc qui me semblait hyper intéressant, et on ne le signale pas assez parce qu'il y a beaucoup de cafouillage autour d'elle, c'est son mélange entre sa voix très soulful, un petit truc là vraiment soulful, et le flow hip-hop en fait. D'ailleurs, je pense toujours que pour moi, c'est sa véritable marque de fabrique. C'est-à-dire qu'elle a réussi à créer quelque chose soul, pop, hip-hop, pas très R&B sucré machin. Non, ça n'a jamais été véritablement sa maison. Et donc de fait, je pense que sur le plateau qui lui était offert pour pouvoir constituer cet album, elle s'est dit, je vais prendre tout ce que je sais faire dans toute cette vibe soul hip-hop et je vais le mélanger à tout cet univers que je voulais créer, et je vais à chaque fois être hyper présente parce que Beyoncé est là tout le temps, et ce n'est pas que une Beyoncé. Elle n'a que très rarement, voire jamais été aussi diverse vocalement que sur ce disque en fait. Vous avez toute sa palette et toujours avec beaucoup de bagou, la sensualité sur le un poil hystérique Virgo Groove. Si vous aviez aimé Destiny Fulfilled et notamment le titre Free de Destiny Child, vous avez forcément aimé Plastic of the Sofa, où elle se remet totalement dans la Beyoncé, beaucoup plus soulful, beaucoup plus mature parce qu'effectivement le temps a passé, et qu'elle vous délivre un slow jam absolument sublime, d'ailleurs coécrit par Sabrina Claudio. Et en fait, avant d'entrer dans le club Renaissance avec vous, j'avais une discussion avec une chanteuse que vous connaissez tous bien, et elle me disait, tu sais, franchement, je peux comprendre qu'elle est fan d'album house. Je lui fais un pick-up, mais je trouve que ça manque de mélodie, je trouve que ça manque de chant sucré, et on peut faire des tubes house beaucoup plus sucrés, ce genre de choses. Sauf que, encore une fois, le but n'était pas de faire des tubes house, et qu'elle vient de vous dire disco trap. Et c'est peut-être là où il y a beaucoup de gens, notamment des fans de pop ou alors d'un R&B très classieux, qui ont dû être perturbés. C'est qu'en réalité, la scission dans cet album se fait beaucoup entre beaucoup de vibes très soul et une présence très affirmée parce que ses chœurs sont absolument très cintrés. Et une autre partie qui est effectivement très hip-hop, très engagée, très rocailleuse, comme par exemple son flow sur Church Girl. Fig par exemple commence en mode mid-tempo urbain, limite hip-hop, super sombre. Et ça se termine encore une fois en titre totalement paré pour le dance floor, et surtout pour pouvoir défiler et se retrouver dans un ego trip, ce qu'elle fait d'ailleurs. De façon générale, la faiblesse de cet exercice de beat track, ce sont les textes, parce que très souvent le texte peut paraître un peu léger, voire totalement léger. Par exemple, quand elle commence à dire des purrs en background sur Move, les seules fois où j'ai entendu dans ma vie, en tout cas moi, des gens dire purr, c'est des gens entre 15 ans et peut-être 22 ans. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut parler comme ça? Et surtout, avec qui? Peut-être avec Kelly Rowland au téléphone, parce que c'est sûr et certain que Papy Jay-Z comprend pas ça.
Les trucs très sucrés, très mélodieux, ça a jamais été son fort, aussi bien en R&B qu'en pop. Et d'ailleurs, on pourrait en parler sur le fait que dans sa carrière, hormis Hello, et encore Hello, c'est pas vraiment ce format-là, elle a pas vraiment d'attrait sur les ballades. On lui reprocherait souvent ce truc très émotionnel, mais en fait, ça veut rien dire. C'est juste que son timbre est parfois beaucoup moins huilé sur ce genre de production. Vous prenez par exemple ses refrains pour la superstar qu'elle est, les refrains hip-hop qu'elle a fait, il y a très peu de refrains hip-hop de Beyoncé qui sont super populaires en fait. Alors qu'en réalité, au vu de sa popularité, et vous le voyez d'ailleurs sur son album avec son mari, ça aurait pu l'être. Sauf que c'est pas vraiment le domaine où elle explose le mieux. Et c'est pour ça qu'elle s'en éloigne totalement et qu'elle conçoit dans ce truc où elle est à la fois hip-hop et qu'elle reprend toute une base de l'électro, mais qu'elle ne tombe jamais dans la pop totalement facile. Vous n'avez jamais entendu des... Je sais que là, il va y avoir des accidents dans l'habillage, mais des horreurs, parce que ça, pour moi, c'est un traumatisme pour moi que Beyoncé est posée sur ces chansons comme Radio dans cet album. Avec les onomatopées ridicules là, oh, enfin bref, pour moi ça c'est pour Rihanna, ça c'est pour Lady Gaga à la limite, mais ce n'est pas du tout son format originel. Et d'ailleurs j'ai vu des gens comparer ça à Chronomatica de Lady Gaga et j'en tombe des nues, parce que justement Chronomatica dans l'esprit de Lady Gaga c'est l'inverse en tout point. Elle a voulu faire Gaga un album électro effectivement très inspiré de la scène pop, électro, house, gay, mais c'est extrêmement générique et surtout vocalement, surtout comparé à ce qu'elle est capable de faire, c'est extrêmement paresseux. C'est limite de la musique de char, c'est-à-dire qu'elle chante quasiment tout sur le même ton. J'avais l'impression d'être essoufflé à la première écoute de l'album, tellement tout était sans nuance. Et je trouve toujours que dans l'écoute de l'album, le moment où les Blackpink arrivent est très intéressant parce qu'elles lui apprennent que en fait finalement t'as pas besoin de tout le temps faire le même truc sur le même schéma, tu peux varier, tu peux jouer avec les mélodies et c'est exactement ce que Beyoncé fait en fait. C'est-à-dire que Beyoncé dans l'exercice totalement contraire. Vous prenez par exemple l'un des titres les plus électro de l'album qui s'appelle All Up Your Mind. C'est sans aucun doute un des titres les plus faciles pour l'auditeur pop. Parce que là, on est dans une structure beaucoup plus évidente et lisse sur la chanson. Mais Beyoncé elle-même, si vous remarquez ce qu'elle fait, plus le titre avance, plus il se trapise. Donc de fait, elle se ghettoise et on commence même à avoir des backtracks comme si c'était une trappeuse. Plus tard, elle vous rappelle qu'elle vient de l'école R&B avec une petite vibe bien précise. Et c'est pas du détail. À chaque chanson, vous avez plusieurs couches à chaque fois de ce que Beyoncé pense pouvoir faire. Par exemple sur Move, qui est une autre sorte de beat track, cette fois-ci avec un apport beaucoup plus afro dans la manière dont la chanson est structurée, on retrouve Grace Jones. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, Grace Jones n'a jamais pu supporter Lady Gaga, alors que Lady Gaga a copié Grace Jones à un niveau inimaginable. Et elle disait à chaque fois qu'elle ne veut pas collaborer avec Gaga parce que Gaga est une coquille vide pour elle. Et en 2015, dans sa biographie, elle a dit qu'elle avait refusé de travailler avec plusieurs pop stars parce qu'elle n'avait pas envie de travailler avec des gens pour lesquels elle n'a pas de respect artistique. Donc c'est plutôt un gros coup pour Beyoncé de l'avoir. Et d'ailleurs, je trouve que là encore, elle s'amuse de la présence de Grace Jones parce que je sais pas si vous avez entendu comment elle l'a fait entrer dans la chanson quand elle commence à dire Grace. Je suis sûr que c'est ce qui a énervé Kélis, parce que Kélis a dû se dire que c'est ce qu'il fallait qu'on me fasse. Il fallait Kélis, la. Et là encore, c'est très référencé parce que Grace Jones fait référence à une danse typique de la Jamaïque, pendant que quand Thames arrive, Thames se hype Beyoncé en disant vraiment c'est le groove de Beyoncé, c'est la soirée de Beyoncé. Encore une fois, on se retrouve totalement dans ce truc de la beat track pendant que Beyoncé dit « Moi la reine, je suis avec mes filles et on va vous montrer de quoi on est capable. » Pour moi, l'exercice a ses défauts, notamment le fait que peut-être qu'il est un peu longuet, c'est-à-dire que j'aurais retiré 3 ou 4 chansons pour le raccourcir. J'aurais aussi peut-être changé certains textes parce que même si la beat track c'est le socle principal de l'album, je trouve qu'à un certain moment et à un certain niveau pour ma part, ça peut empêcher le côté replay value en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un album totalement conçu pour cet univers-là, sur cet univers-là. Même si moi, j'en comprends parfois les subtilités ou bien l'humour, parce qu'à un moment, elle se moque aussi de ce qu'on appelle les Karen aux États-Unis, à savoir les femmes blanches plutôt racistes qui
pour le coup, elle a voté pour Trump. Et ça, c'est sur Energy qu'elle se moque d'elle. Donc, on est encore vraiment dans un langage totalement noir parce que pour une personne blanche, les Karen, ça veut rien dire. Mais les Karen, ça signifie quelque chose quand tu es noir. Tu sais ce que ça veut dire. Et là, elle les appelle comme ça sur Energy un peu avec une sorte d'humour moqueur. I just entered the country with derringers, cause them Karens just turned into terrorists. Pareil, sur le Queen remix de Break My Soul, elle fait entre parenthèses venir Madonna. Elle ne fait pas vraiment venir Madonna. Elle interpose Vogue sur le titre Break My Soul et donc de fait, elle a mis Madonna en featuring. Mais Madonna ne pose pas sur la chanson et elle fait quelque chose de super intéressant. Vous vous rappelez que dans la version originale du titre Vogue de Madonna, qui est donc aussi inspirée de toute cette scène de ballroom afro-américaine à la fin des années 80, bah en fait, Madonna fait quoi? Madonna fait un couplet de fin où elle cite plusieurs légendes hollywoodiennes, Fred Astaire et plein d'autres personnes en leur disant venez sur la scène, venez voguer, venez montrer ce que vous savez faire. Et donc du coup, sachant que la scène ballroom c'était underground, c'était dans l'underground qui allait vers le mainstream. Et Beyoncé la prend en réalité en contre-pied. À ce même moment-là, sur le remix de Break My Soul fait par Beyoncé, elle commence à citer plein de grosses légendes féminines de la musique noire. Elle parle d'Aaliyah, de Toni Braxton, de Sade, d'Erykah Badu, de Kelly Rowland, de Michelle Williams, de Destiny Child. La bonne charité commence par soi-même. De Rihanna, de Nicki Minaj, de Janet Jackson. Elle cite plein de grosses personnalités féminines qui ont marqué la musique noire. Et ça crée donc l'effet inverse à celui de Madonna, c'est-à-dire que je reprends du mainstream pour remettre dans la culture afro-américaine, mais elle ne s'arrête pas là, parce que plus ça avance, plus elle retourne justement aux sources de ce son, à savoir qu'elle va se mettre à citer plusieurs grosses houses de ballroom qui ont vraiment implanté le son house pendant les années 80. On a la house Extravanga, qui était une des premières houses à sortir des chansons et à innover à cette époque-là, même s'il restait encore une fois underground. Et sur la fin de son couplet, elle cite maintenant plein de nouvelles houses, à savoir, j'ai cru lire House of Revlon, House of Balenciaga, plein de nouvelles houses qui performent actuellement en mode je redonne à César ce qui appartient à César, vous avez été reconnus, venez sur le plateau, continuez à voguer et peut-être continuer à innover. Pour vous dire, j'ai été un peu surpris que Madonna accepte ça parce que en vérité, c'est un peu touchy en fait ce qu'elle a fait. Elle le fait d'une manière douce, mais c'est un peu touchy. Il y a pas mal de double sens à ce qu'elle a voulu mettre en exergue et le fait que Madonna a accepté d'avoir sa voix là-dedans, c'est particulier, surtout qu'à l'époque, il y avait un gros producteur de house qui s'était disputé avec Madonna parce que justement, il avait fait une espèce de beach track où il disait si Madonna appelle, dites-lui que je ne suis pas là. C'était en référence au fait que Madonna avait repris plusieurs codes de cette culture-là et était devenue super mainstream avec ça. Elle n'avait pas apprécié le fait que sur sa chanson, il disait maintenant si elle nous appelle encore, c'est bon, on n'est plus là. À certains moments, cet univers très bad bitch peut lasser, mais je vous conseille quand même de l'écouter en déstructurant dans votre tête parce qu'effectivement, vous allez voir que en prenant du recul, elle fait énormément de choses et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, c'est peut-être l'un de ses meilleurs albums. Je pense d'ailleurs que j'ai pas encore totalement fait mes tops, ce genre de choses. Peut-être qu'il est même dans mon top 3 de ses meilleurs albums et je vais même vous choquer. Je ne suis pas sûr que si elle avait fait un album totalement R&B là, de 2022, j'aurais préféré. Ce que je trouve hyper intéressant dans Renaissance, c'est que finalement, c'est l'aboutissement pour moi, en tout cas qui suit Beyoncé depuis 97. Je critique Beyoncé, mais j'ai quasiment acheté tout ce qu'elles ont fait parce que elle fait partie des artistes qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses dans la musique noire américaine. Donc en fait, je les suis, elle, Brandy, Joe, bon, l'autre qui est en prison, et tous ces gens-là, je les ai suivis toute ma vie, et donc du coup, j'aurai toujours un rapport, je peux critiquer, mais j'ai aussi tout le bagage en fait, parce que je me rappelle encore du jour où la polémique Jay-Z Beyoncé sur le clip de Déjà Vu, enfin, j'ai encore tous les souvenirs de ce qui s'est passé dans la carrière, et donc finalement, je trouve que qu'elle fasse dans cet esprit-là un album aussi black dans l'idée, parce qu'encore une fois, je vais peut-être faire une deuxième vidéo quand il y aura les clips. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les clips au début. Il y a certainement le côté où je suis, d'après ce que j'ai lu, selon elle, sur Park Road, la créatrice des clips vidéo, des albums visuels. Donc cette fois-ci, je sors sans album visuel. Je vais révolutionner le concept. Il y a très certainement ce côté aussi très gros égo. Le truc de Queen là monte peut-être à son cerveau. Mais pour le coup, artistiquement, elle a assez raison de le faire. Parce que le travail qu'elle a établi mérite qu'on prenne la peine de l'écouter sans le clip en fait. Ça peut être déroutant, dérangeant, mais le truc principal pour moi, c'est que
je connais assez bien, franchement, la scène américaine, pop R&B des 40 dernières années, voire plus même. Franchement, je ne me vante pas, je connais. Et je pense que Janet et Maria sont très proches, par exemple, dans leur idée de penser la musique musicalement. D'ailleurs, vous pouvez rajouter Brandy. Et vous allez voir que, en général, elles ont les mêmes chapelles. C'est-à-dire que, autant leurs chapelles sont différentes, autant c'est rare que quelqu'un qui est dans la chapelle Maria puisse insulter la chapelle Janet. Même si ça peut vous surprendre en France, en fait. Parce que, en réalité, musicalement, elles sont très, très, très proches sur la manière de penser leur musique. Vous prenez un titre électro sur lequel vous allez demander à Janet de poser, sur lequel vous allez demander à Maria de poser. Les chansons seront différentes parce qu'elles ont des chapelles différentes, mais musicalement, vous allez voir qu'elles jouent énormément avec les mélodies. Elles sont hyper mélodieuses. Quand vous écoutez par exemple Trouble de Janet, ou alors si on va plus loin, quand Mary J. Blige était revenue en mode revancharde sur la scène house avec Disclosure, sur le titre par exemple My Loving. Chacune d'elles apporte sa patte à sa façon et c'est donc très intéressant pour moi de voir que Beyoncé aussi le fait et qu'elle le fait pour moi globalement bien. Il y a quelques titres que je n'aime pas, notamment Break My Soul, mais j'aime beaucoup plus le remix de will.i.am que je vous conseille aussi d'écouter parce que je trouve que justement le remix de will.i.am a un beat encore plus rétro qui correspondrait même plus à ce qui se fait dans l'album. Mais globalement je trouve que c'est un bel album pour la culture, c'est un bel hommage. Bon bien sûr elle est totalement mégalo, ça j'ai pas peur de le dire. You are Beyoncé. Et ces fans, pour moi, c'est des personnes, ceux qu'ils appellent la Beehive, là, les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, même ils se disent abeilles. Enfin, moi, je pense qu'il y a un problème psychologique. Hein, que beaucoup d'entre eux, voire la majeure partie d'entre eux, étaient aux portes de l'asile quand on leur a fait écouter une chanson de Beyoncé. Et bizarrement, on les a relâchés. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ça, c'est sûr et certain pour moi que de ce côté-là, sa mégalomanie, tout ça joue. Mais c'est quand même une bonne chose pour moi, artistiquement, après autant d'années de carrière, qu'elle ait eu envie vraiment de se mettre dans ce travail-là. Parce que pour moi, il y a un vrai travail, une vraie richesse. Il y a plein de styles qui s'interposent. Dans America Has a Problem, elle revient sur un style musical typiquement de chez elle là-bas, dont on a parlé dans la vidéo sur Mystical, la Bounce. Elle sample le titre et d'ailleurs j'adore comment elle dit les no là. No, cause love don't get no higher. There's a white girl in town. Put it on the map, we'll be right back. Call me when you want. Mais on voit encore une fois qu'elle incorpore un autre segment toujours dans une des portes de son club. Exactement comme le DJing, comme la culture des clubs. Je pense qu'après le très bon démarrage qu'elle fait, ça pourrait être difficile de défendre certains autres singles de l'album en radio. Mais globalement, comme ça ne semble pas être le but principal de l'album et qu'elle va certainement arriver avec des clips qui pourraient changer la donne, nous arrivons donc à la fin de notre petite soirée à l'intérieur du Club Renaissance. Si je devais le noter, j'aime pas noter les albums, mais je pense que je serais peut-être dans un 7,5, un 8 sur 10, surtout par rapport à la période dans laquelle nous sommes. On n'est pas dans les chansons TikTok, on est encore dans quelque chose qui est audacieux, qui peut gêner et qui va certainement gêner parce que il y a aussi toute cette partie sur l'homophobie. Je pense que beaucoup de gens vont nous expliquer que peut-être qu'elle met trop en avant la culture LGBT noire et qu'elle met pas assez en avant les noirs, ce qui pour moi est un débat complètement débile. En fait, ne m'en voulez pas pour ce que je vais dire, mais être noir, c'est quand même être sacrément névrosé. Franchement, j'ai des gros problèmes. Je sais que nous, personnes noires, on a quand même beaucoup de problèmes. Parce que ce débat qui oppose les personnes noires aux personnes LGBT noires, c'est une des choses les plus ridicules que l'humanité ait pu créer, en fait. Parce qu'effectivement, en Occident, les personnes LGBT ont de plus en plus de droits et sont de plus en plus visibles. Parce qu'on est en Occident que la majeure partie des personnes LGBT en Occident sont des personnes blanches. Donc logiquement, peut-être qu'effectivement, dans le fait que les personnes blanches LGBT soient de plus en plus visibles, on retrouve que des personnes noires qui existaient et qui ont toujours existé, comme on vient d'en parler, soient de plus en plus visibles. Mais alors, partir de ce principe-là, pour expliquer que, de fait, le problème des personnes noires LGBT est plus important que le problème d'une personne noire hétérosexuelle, c'est l'idéologie la plus, franchement, on m'excusera, mais bête que je n'ai jamais entendue, vu que, en fait, le principe même du racisme reste le même. Ce qui veut dire que les personnes noires LGBT subiront exactement la même oppression basée sur leur couleur de peau. Ça ne change absolument pas. C'est le même débat. Donc, je comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à m'expliquer, mais là, franchement, Combini, c'est pas le monde, hein. Franchement, je pense que beaucoup de gens ont l'impression quand ils regardent 2-3 magazines là que c'est le monde. C'est pas du tout le monde. I just want you to know, my black brothers and sisters, I'm you too. You feel me? I'm so tired
of seeing the division of black and black queer, black and black gay man, black and black lesbian, black. You get where I'm going here? Black first, and all of this separate. I'm so tired of it because at the end of the day, we all face the same situation. I'm probably one of the blackest motherfuckers walking around here. Enfin bref, hormis ce débat-là qu'on retrouvera certainement s'il y a un visuel qui va arriver, et dans ce cas-là, je ferai une deuxième vidéo où on va parler des polémiques actuelles en fait. Celle sur Kelis, celle sur Diane Warren qui justement revient sur l'artistique et qui critique en fait, au-delà du sampling, la manière de travailler de Beyoncé. Parce que là, je vous ai donné le résultat. On pourra revenir sur comment c'est fait, comment c'est pensé, par quoi c'est pensé. La polémique aussi sur le mot spaz que je trouve ridicule. D'ailleurs, j'ai répondu dans un article de 20 minutes. Si vous voulez lire mon avis, vous pouvez le lire dans les commentaires. Mais je trouve ça ridicule qu'on commence à changer les mots des chansons parce qu'il y a des gens qui sont pas contents. Je suis désolé, ça discrédite la musique en tant qu'art. Moi, si j'arrive dans un musée, je vois une peinture et que elle me trigger, je vais pas demander à ce que le musée détache la peinture ou la détruise en fait. Je vais faire un article dans un magazine pour dire que cette peinture peut trigger par rapport à ça. D'autres peintres ne devraient plus faire ce genre de peinture. Mais alors, dire qu'un artiste doit retirer... Moi, je trouve ça criminel. Je trouve ça criminel qu'on commence à jouer à ce genre de jeu, même si effectivement, je sais qu'elle est pieds et poings liés parce qu'elle joue totalement dans ce cercle-là. Elle s'adresse totalement à cette audience-là. Et donc, de fait, c'est très difficile pour elle de leur dire non. Et c'est d'ailleurs pour ça que le piège que leur a tendu Monica Lewinsky est génial. Parce que d'un coup, on les a vus l'insulter, nous dire qu'elle ne mérite rien, pourquoi il a eu l'audace de coucher avec le président. Mais non, c'est une femme blanche qui a été oppressée par un vieil homme blanc. Ça, c'est des mots, vous avez compris, voilà. Ce sont leurs mots, c'est leur manière de penser. Par un vieil homme blanc en situation de pouvoir. En plus, elle était très jeune. Bah, pourquoi est-ce que Beyoncé utiliserait son nom dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'on peut ne pas s'arrêter et c'est bien que Monica Lewinsky, tout de suite, leur ait montré que ça ne pouvait pas se faire. Et quant à l'affaire Kelis, c'est le décalage entre ce qu'on a vu dans le club là, qui était charmant, adorable, Black Power et tout, et la réalité. Et cette réalité est à décrypter encore plus sur le long terme. Parce que la séquence Beyoncé-Kelis, franchement, quelle honte qu'on en soit là. C'est-à-dire que Kelis demande en gros que soit Pharrell, soit Beyoncé, soit quiconque l'appelle ou appelle son manager pour lui dire on va utiliser ta chanson. Elle se sert des réseaux sociaux et effectivement la Beehive, comme ils n'ont aucun respect et que pour eux ils ne sont que dans le capitalisme parce qu'en fait tout ce que j'ai dit dans la vidéo là, ils vont l'utiliser pour dire que Beyoncé, ceci, cela. Mais en réalité, eux, ils n'en ont rien à cirer. Et l'épisode Kelis le montre. Ils ont insulté Kelis au point où d'ailleurs, j'ai vu une youtubeuse américaine qui a fait une vidéo qui m'a énormément fait plaisir. Elle a appelé ça Stop Gaslighting Kelis. Parce qu'en réalité, moi je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec Kelis et surtout avec ses méthodes. Moi je vous ai dit depuis le départ que Kelis est folle. Et j'ai même fait toute une story dimanche pour vous dire que Kelis, franchement, moi je dis toujours à mon meilleur ami que même sa nourriture là, je peux pas manger la nourriture de Kelis. Mais si vous voyez la violence avec laquelle ils ont méprisé Kelis, elle n'est rien, c'est une zéro, elle ne vend pas de disques, elle est jalouse, ce genre de choses, alors qu'ils auraient aussi pu se dire, si on suit leur idéologie et si on suit tout ce qu'ils semblent défendre, que oui, c'est une femme noire qui s'exprime, qui a été lésée, zéro, on n'a pas vu ça en fait. On a vu que de la violence, de l'insulte vers une femme noire, qui elle-même aussi, fidèle à son caractère, comme elle était insultée par la Beehive, est devenue totalement folle sur internet, a commencé à s'habiller pour aller bagarrer. Et Beyoncé de son côté, je suis désolé, c'est aussi un être humain. Pharrell, Beyoncé aurait très bien pu se dire, on va passer un coup de fil à Kelis, on va lui dire 2 minutes, franchement Kelis, calme-toi. Ou à son manager, parce qu'elle-même elle a dit qu'on peut ne pas lui parler à elle ou à son manager. On appelle le manager, on dit voilà, c'est réglé. Et en réalité, si même Beyoncé avait fait ça, elle avait appelé 2 minutes Kelis pour dire à Kelis, franchement calme-toi, j'ai pris ta chanson, réglons les problèmes.
se serait passé. Et en plus, Kelis aurait été ridicule. C'est elle qui serait venue là devant de la scène pour dire franchement, j'ai eu bien ce téléphone, écoutez l'album, bravo, 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 voilà. Et au lieu de faire ça, ce qui aurait pris, je sais pas, 1 minute, ils ont préféré supprimer le sample de la, qui a encore une fois été très intéressant pour moi parce que on est vraiment dans cette vraie culture de sample. C'était pas du sample pour voler la mélodie, c'était du sample qui apporte quelque chose. Et pour moi, cette partie-ci, c'est toujours le talon d'Achille de tous ces gros discours de notre époque. C'est que je respecte Renaissance pour l'album qu'il est et pour tout ce qu'il peut apporter culturellement. Même si je pense que certains, pour s'en inspirer, pourraient nous faire revenir aux ondes de Flowery. Je respecte le projet tel qu'il est. Mais toute cette idéologie-là de pro-black et tout, quand on n'est pas capable, y compris pour Beyoncé et y compris pour Kelis, de l'appliquer sur un truc de 10 secondes, c'est une honte. Pareil, 0 pour Solange, parce que Solange nous dit toujours que uplift my mother, uplift my sister. Solange est une grosse fan de Kelis qui passe son temps à faire des articles sur Kelis. Elle se suivait. Il y a une situation comme ça qui se pose. Elles sont incapables de se parler. Solange unfollow Kelis. Kelly Rowland, je n'en parle pas parce que Kelly Rowland, pour moi, c'était même encore plus ridicule. Il y a 2 mois, Kelly Rowland, Mary J. Blige et toutes les filles là ont fait une soirée pour les femmes noires. Et c'était Kelis qui cuisinait. C'est-à-dire que Kelis cuisine, franchement, manger la guinouche de Kelis, Dieu, franchement, je ne peux pas. Moi, je sais pas comment les gens font. Mais bon, ça, chacun son problème dans son monde. Donc, Kelis venait servir à table. Moi, je me dis toujours que quelqu'un peut l'énerver là-bas en cuisine. Elle met quelque chose dans la nourriture. Vous êtes tous morts. Bref. Quand Kelis arrive d'ailleurs dans la vidéo, vous pouvez la voir. Les filles là sont calmes parce qu'elles savent qu'elle a son caractère électrique. Mais je me dis que vous étiez avec cette fille il y a 2 mois et personne ne lui parle. Et chaque jour, ça nous fait des discours sur la sororité. Ben non. Black women make me feel invincible. It's the way that we walk, the way that we talk, our soul, our sway, our grace, our roots. Number 2, we've got Beyonce, who, like I said, out of human decency and artistry and female, just all of the stuff she sings about, all this empowerment and stuff, I don't talk about it, I am about it. Okay? Bow bun. A Saweetie bow bun? Yeah! I love that. So we have the whole thing? Yeah, pop the whole thing. Bref, cet épisode de la sortie du club nous montre que tout ce truc de sororité a clairement ses limites qui sont l'ego, la popularité et le capitalisme. Et pareil pour les fans de Beyoncé, ils n'ont eu aucun mal à humilier Kelis comme ce n'est pas permis. Regardez même les commentaires de l'autre vidéo là. Vous allez voir que personne ne se dit que c'est une femme noire qui a perdu son mari. Parce que ce sont eux les arguments qu'ils utilisent en fait. C'est-à-dire que dès que Jan Warren a attaqué Beyoncé, ils ont tout de suite dit que Jan Warren était une raciste, qu'elle voulait être raciste avec la culture noire. Parce que la culture noire, la femme noire, ce n'est que eux. Dès que ça sort de leur truc capitalisme de pouvoir, là, on méprise, on jette, ça n'existe pas. Mais si tu critiques une chanson de Beyoncé ou un clip de Beyoncé, je suis misogynoire. Et pour moi, c'est la tristesse et la limite de ces discours-là qui sont beaux sur papier, mais qui à chaque fois, quelque part, se heurtent à une réalité complètement confondante. Et Renaissance, tout en étant pour moi un bon album, n'a pas manqué de le faire. C'est donc le terminus, tout le monde descend, c'est la fin de cette analyse sur cet album Renaissance de Beyoncé. Dites-moi ce que vous pensez de mon avis sur l'album, donnez-moi vos avis à vous, ce que vous avez pensé du disque en lui-même, de l'histoire, des différentes références, de mon analyse, parce qu'encore une fois, c'est ma manière de voir l'album. Peut-être que d'autres personnes le verront totalement différent et c'est ça qui est intéressant. Donc je vous ai donné les références, ce que j'en pense sur les extraits, ce que je pense du fait que plein de choses sont intégrées de façon hyper différente. Tout le spectre dans lequel l'album s'imagine, allant des samples de Donna Summer à Clark Sister et tout ce qu'on retrouve dans ce disque veut totalement se structurer sur la culture afro-américaine. Personnellement, c'est pas un album que je vais autant écouter par exemple que Dangerously in Love à sa sortie et surtout à cause des textes. Mais je respecte vraiment tout le craft artistique qu'il y a derrière et je trouve qu'artistiquement, encore une fois, elle a réussi à imposer sa palette sur un domaine qui n'était pas aussi aisé tout en évitant elle-même de tomber dans la facilité totale qu'était Radio. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, vos 3 chansons préférées de l'album, celles que vous aimez le moins et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter,
à partager au maximum. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on fera une vidéo sur les clips ou si on attendra justement Renaissance 2 ou je sais pas trop quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Et merci à vous de me suivre, surtout si vous arrivez à la fin de cette vidéo parce que je crois qu'elle doit être assez longue. Parce que je n'arrive pas à écrire mes vidéos, donc du coup je ne contrôle pas mon temps. Et voici du coup toute la vidéo du jour. En quelques points dans mon bloc-notes, je sais pas si vous allez voir. J'exagère, je sais. Mais merci à vous d'être là et je vous retrouve très vite. Bisous. That's my technique. Bisous.